parce qu'ils ont fait un Monopoly quand ils avaient 6 ans, ils estiment qu'ils sont pros du jeu. Le jeu, c'est pour les enfants. Bon, alors, non. Il faut bien voir que la vie d'entrepreneur, en fait, c'est une vie de risque. Alors, c'est la 3e vidéo. Merci de nous suivre pour ceux qui nous suivent. Et puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, parce qu'on y répond. Cette 3e vidéo, elle va s'intéresser à la vie de la société, je crois, mais comme je vous ai dit, je ne connais pas très bien les questions. En fait, je ne les connais même pas du tout. Et je me réjouis de pouvoir voir ce que m'ont concocté toutes mes équipes. On fait le grand saut dès le début. C'est-à-dire que ça dépend de la structure que vous avez envie d'avoir pour votre société. Moi, j'ai toujours agi de la même façon avec toutes mes entreprises, c'est-à-dire que j'ai une partie de fonds propres que j'investis moi-même, qui sont mes économies, ma LPP, enfin tout ce que je trouve. Et puis, c'est jamais suffisant. Donc, je dois intéresser des gens à me prêter de l'argent. Et puis, c'est ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire que je m'adresse à mon cercle de gens proches, mes amis, des gens que je connais, des gens qui ont un intérêt commun ou bien qui partagent mon destin de passion. Et puis je leur demande si en échange d'actions, lorsque ça ira bien, ils veulent bien me prêter de l'argent au moment de la création pour passer de 0 à 1. Donc quand vous faites ça, vous savez déjà que vous commencez par la SARL parce que forcément il faut avoir une structure qui vous permet à la fois d'être crédible et à la fois de protéger ce qui peut être protégé parce que ça reste quand même quelque chose d'hyper risqué. Et puis en même temps, vous savez déjà que dès que ça ira mieux, vous devez passer en SA parce que vous devez créer une assemblée d'actionnaires, vous devez créer une gouvernance d'entreprise pour que ces gens qui vous ont prêté de l'argent ils puissent non seulement, si possible, le récupérer, mais aussi s'assurer que tout se passe bien. Donc en fait, moi, dès que je crée la SARL, je sais déjà que dans les 2 ans, en principe, je dois passer en SA, sinon je ne peux pas tenir mes promesses. Oh là là, c'est un métier incroyable, le métier d'entrepreneur, parce qu'on apprend en faisant et on apprend en se trompant. J'aime pas tellement les gens qui pensent qu'on apprend par l'échec, parce que ça, bien sûr que c'est vrai, mais on apprend autant par l'échec que par les succès. L'échec, il a juste un problème, c'est que vous en avez déjà un, et moi je suis allergique à l'échec, bien que j'en aille rencontré, bien sûr. Donc aux jeunes entrepreneurs d'il y a 10 ans, je lui dirais déjà de prévoir quelques réserves. Parce que c'est le destin qui veut ça, mais moi j'ai toujours moins d'argent que ce dont j'ai besoin. Et c'est très compliqué au fait de créer de l'argent très très vite. Donc ouais, si j'étais plus malin, je prendrais en tout cas quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité. Non pas que je ne sache pas la traiter, parce que j'ai appris, j'ai dû apprendre, mais surtout parce que c'est tellement complexe d'être dans la légalité des normes suisses. Vous devez connaître tous les échelons communaux, cantonaux, fédéraux, que d'avoir quelqu'un qui s'occupe de vous libérer de cette comptabilité vous permet de vous concentrer sur ce que vous savez faire. Et ça, moi, j'ai pas assez fait au début. Donc, les 2 choses que je dirais, c'est avoir une petite réserve d'argent, peut-être prévoir 10 à 15% du pot de départ pour les imprévus. La deuxième, c'est prendre quelqu'un qui s'occupe de votre compta, et je pense en interne. Je pense qu'un bon duo, c'est un CFO, CEO, même s'il n'y a personne dessous. C'est juste histoire de prendre ses responsabilités. Et peut-être la 3e chose, c'est avoir une vraiment super bonne protection juridique. Parce que ça, on n'en parle pas assez. Mais en fait, la vie d'entrepreneur, elle est entrecoupée de gens qui veulent prendre des parts du gâteau de façon illégale, que ce soit en vous mettant dans des situations horribles, que ce soit en déposant plainte parce qu'ils estiment que vous n'avez pas fait juste, etc., etc. Et c'est vraiment quelque chose qui intervient, à mon sens, trop souvent.
Énormément de choses parce que quand vous travaillez dans une entreprise, votre volonté est très forte d'expliquer que non seulement vous faites les choses bien, mais qu'en plus vous les faites avec le cœur. Dans ce créneau-là de certification, en fait, il n'y a rien d'atteignable pour une entreprise comme la nôtre. C'est-à-dire que oui, on a le souci de réduire notre empreinte carbone, oui, on a le souci d'utiliser le moins d'électricité possible, et ça a été un thème avant que l'électricité soit si chère, c'est-à-dire que c'est vraiment, on aimerait que notre empreinte soit la plus en corrélation avec la terre qui nous porte, non pas parce qu'on est écolo ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a une fibre qui nous dit qu'on doit aussi remercier tous ceux qui nous soutiennent, et ceux qui nous soutiennent, c'est aussi nos politiques, notre économie, notre terre. Et donc il s'agit quand même de ne pas faire n'importe quoi. Et en fait, à part le dire, il n'y a personne qui vous croit, ou alors tout le monde met en doute parce que c'est un peu le sujet à la mode, et que c'est quand même incroyable, parce que ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui en font le moins. Donc c'est très difficile d'en parler. Et tout à coup, vous avez le canton qui met à disposition une marque, Valais, une certification. Et puis ça vous permet d'attester avec un externe que tout ce que vous dites est vrai. Qu'effectivement vous essayez de réduire l'empreinte carbone, qu'effectivement il y a une transparence au niveau RH, il y a une transparence au niveau des salaires, que vous essayez d'avoir une culture d'entreprise qui est la culture d'entreprise du futur, que la différence entre le plus haut salaire de la société et le plus bas salaire de la société n'est pas indécent, que vous n'avez encore pas distribué de dividendes parce que vous faites ça juste, que vous avez... Enfin, toutes ces choses qu'on raconte, tout à coup, c'est attesté. Et pour moi, c'est important que ce qu'on dise soit vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une culture des réseaux sociaux qui est insupportable parce qu'en fait, tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi sur ce qu'il est et sur ce qu'il fait. Et d'autant plus quand il ne sait pas. C'est-à-dire que le jeu est un truc de fou, je digresse un peu, mais nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur les jeux, ça fait 10 ans qu'on crée des mécaniques, qu'on vend dans le monde entier. Et vous avez autour de nous des gens qui, parce qu'ils ont fait un Monopoly quand ils avaient 6 ans, ils estiment qu'ils sont pros du jeu et ils marquent sur LinkedIn que c'est des experts dans ce domaine, mais c'est des experts de rien du tout. Ils n'ont fait aucune école, leur seule plus-value, c'est d'avoir joué une fois au Monopoly. Et je pense que comme ils ont gagné, ils pensent qu'ils savent ce que c'est. Et ça, c'est vraiment un truc, j'en suis allergique. Alors la marque Valais, elle s'installe comme quelque chose qui atteste que ce qu'on dit est vrai. Et dans ce sens-là, je les remercie de mettre à disposition des entreprises qui n'ont pas les moyens d'aller faire un ISO 9001 ou des choses comme ça, de pouvoir, à leur propre échelle, pouvoir attester qu'ils font les choses bien. Et si ça se trouve, en faisant les choses bien, en le racontant, les gens ils vont partager notre destin, ils vont aussi nous soutenir, peut-être différemment, et ça nous permettra peut-être, dans 10 ans, de faire un ISO 9001. Voilà. Bon, alors ça c'est la grande joie d'être entrepreneur quand vous créez quelque chose qui n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de poste pour les gens. Alors la réponse elle va peut-être être un peu longue parce qu'il y a deux grosses parties. En fait. La première partie c'est que, et c'est un sujet plutôt sérieux, c'est que vous savez qu'après, ça m'a inspiré dans la façon de construire les équipes. L'Allemagne nazie, après la guerre, elle a l'interdiction de créer une armée. Et quand on leur donnera 20 ans, 30 ans plus tard l'occasion de recréer une armée, ils vont faire un truc qui est assez fou, c'est que plutôt que de créer une armée avec des soldats et des généraux, ils construisent une armée qu'avec des généraux. Leur thèse de base, c'est de dire si on veut aller très vite, en fait, dès qu'on nous autorisera à avoir plus d'hommes, ce sera beaucoup plus facile de faire du top-down en mettant tous les généraux au service des subordonnés, plutôt que d'avoir une armée qui doit grossir dans tous les postes. Et force est de constater, et je ne suis pas du tout un fan de quoi que ce soit, c'est-à-dire ni de nazisme, ni d'armée, ni de quoi que ce soit. Par contre, ce que ça m'a inspiré, c'est que quand on regarde ce qui se passe en 1995 à 2005, on voit que l'Allemagne, ça reste une des premières puissances d'Europe, et je pense que leur valeur du travail, leur valeur d'organisation et ce coup de maître qu'ils ont eu de former plutôt les cadres que tout le monde, leur a permis d'accélérer très très vite.
Alors voilà, inspiré par cette histoire, à ma toute petite échelle, je me suis dit que la première personne que j'allais recruter, c'était un directeur. Ce qui est assez rigolo parce qu'elle dirigeait rien du tout, en fait. Elle était directrice d'elle-même. Mais elle a bien compris l'idée, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de former un directeur qui va faire tout, et puis quand on lui donne tout à coup un barman, un comptable, comme elle a déjà fait le bar, comme elle a déjà fait la compta, au même titre que moi d'ailleurs, parce que j'ai aussi fait le bar, j'ai aussi fait la compta, et tout va beaucoup plus vite, parce que tout le monde se comprend très très bien. Donc ça c'est la première phase, c'est que je les ai construites des postes les plus hauts aux postes les plus bas. La deuxième chose, c'est que quand vous n'avez pas de modèle, vous n'avez pas de métier. Et l'école, aujourd'hui, ou les formations, elles proposent rien, mais rien de ce dont on a besoin. C'est-à-dire que l'école, c'est quelque chose qui a été créé pendant l'ère industrielle. On a créé des gens qui sont capables de travailler dans les usines. Et aujourd'hui, dans une entreprise comme la nôtre, en fait, il n'y a aucun métier qui va. C'est-à-dire que nous, on a besoin de gens très spécialistes d'une chose, mais qui sont quand même un peu multitâches. On peut prendre, par exemple, les apprentis qu'on forme. Il y a un très très bon exemple avec ça. On a formé pendant des années et des années des employés de commerce, pas chez Enigma, dans la Suisse, des employés de commerce qui étaient des secrétaires. Elle traitait le courrier, elle tapait à la machine, elle faisait un peu de sténo, un peu de dactylo, allez, un peu de saisie d'écriture. Et on voit bien aujourd'hui que ça suffit plus. C'est-à-dire que ça suffit dans des entreprises qui sont bien installées sur le marché, puis qui créent rien du tout, en fait, qui capitalisent sur ce qu'elles ont déjà fait, et tant mieux, parce que ça crée énormément d'emplois, et puis c'est elles qui dirigent un petit peu l'économie du canton, du pays. Mais pour une entreprise comme la mienne, une secrétaire comme ça, elle sert à rien, en fait. Ça remplit 10% des tâches. Nous, on a besoin de cette même secrétaire, mais qui soit capable de rédiger des textes sur des réseaux sociaux, de faire peut-être un petit flyers, peut-être de gérer une vidéo comme celle qu'on est en train de faire. Peut-être qu'il faudrait que cette secrétaire-là, elle puisse saisir les écritures, voire même lire un bilan pour vous conseiller. Et ça n'existe pas, en fait. C'est un peu secrétaire de direction, mais sauf que dans une PME à 4 employés, une secrétaire de direction, c'est presque aussi ridicule que d'avoir une directrice au début. Et ce métier, il existe. Ce métier, c'est le métier de médiamaticien. Alors, c'est un peu résumé, mais en gros, la version moderne de l'employé de commerce d'aujourd'hui, c'est le médiamaticien. Et nous, on a les deux. On a une employée de commerce et un médiamaticien dans la société, et je pense qu'on voit très très bien comment les gens ont pensé il y a 30 ans et comment ils doivent penser aujourd'hui. Et tous les métiers sont vraiment intéressants. Et je dis juste qu'ils ne sont pas adaptés à n'importe quelle structure, et que l'employé de commerce aujourd'hui dans une PME, elle ne sert à rien. Il faut qu'elle soit capable de beaucoup plus. Donc moi, j'ai créé les équipes comme ça, top and down, et en ayant des métiers qui n'existent pas, où je demandais aux gens, toi tu fais ce métier-là, c'est très bien, ça va occuper 40% de ton temps, si tu veux bosser à 100, il y a 60% où tu vas devoir faire des trucs que tu ne connais pas, mais je vais te les apprendre. Alors quand je dis je vais te les apprendre, soit c'est moi, soit c'est quelqu'un de compétent dans le domaine qui l'apprend en stage, ou le prend en stage, c'est peut-être quelqu'un qu'on va envoyer dans un cours qui existe pour la formation de ces choses-là, etc. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen de construire des équipes aujourd'hui. Et c'est pour ça, au fait, que l'ambiance start-up, elle est trop géniale, parce que les gens, ils sont très très fiers d'être hyper compétents dans leur domaine, mais le fait de devoir aller chercher des occupations dans des domaines qu'ils connaissent moins leur permet, 1, de continuer à apprendre, 2, d'être fier d'eux, 3, de participer à n'importe quelle réussite. Ça donne un côté, on fait tous partie de la même équipe, on est tous dans le même bateau, on coulera tous ensemble ou on gagnera tous ensemble. Et c'est pour ça, en fait, que les salaires ne sont pas si différents. Parce que c'est impossible d'expliquer à quelqu'un qui fait tout, qui fait moins que celui qui fait encore plus tout. Donc voilà. Donc il faut vraiment séparer le concept d'entreprise et de start-up. Et nous, on n'est pas une entreprise, ça fait pourtant très longtemps qu'on est sur le marché, mais je pense qu'on est encore en train de chercher notre modèle économique, et que ce modèle économique, comme il n'est pas encore tout à fait trouvé, ça crée une émulation, qui est une émulation de start-up, où on crée à partir de rien un certain tout. Ah mais clairement. Donc vous savez que chez Enigma, on a les aventures studio Enigma, on a beaucoup
hésité, on a beaucoup cherché pour avoir le bon mot. Et aventure, c'est vraiment le bon mot. Et pourquoi c'est le bon mot? Parce que une aventure, c'est un problème à régler. En fait, c'est mettre tout en œuvre pour atteindre un objectif qui est celui de solutionner un problème. Donc c'est intéressant parce que c'est pas une enquête, c'est pas une énigme, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas un drame, c'est un nœud. Vous avez un nœud et il faut le défaire. Et ce nœud, ça peut être une enquête, ça peut être une énigme, mais c'est vraiment ça la notion. Moi, mon exemple, quand on me parle d'aventure, j'ai un modèle, c'est Indiana Jones. Donc, est-ce qu'être entrepreneur, c'est être Indiana Jones? C'est un peu présomptueux, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous allez, pas à pas, d'un problème à l'autre, que vous essayez de résoudre. Au début, vous êtes sur ce chemin, tout seul, et vous essayez de les résoudre un à un, tout seul. Et puis, plus vous en résolvez, plus il y en a. Et puis après, vous connaissez tous le principe d'Eisenhower, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes, c'est à vous de les régler, parce qu'il n'y a que vous qui peut les régler, et puis il y en a, il faut les laisser en tant que problème, parce que finalement, vous ne pourrez jamais les solutionner. Vous voyez, tous ceux qui viennent à Prison Island en pensant que c'est une escape room, c'est un problème, mais vous voulez qu'on fasse quoi? C'est marqué de nulle part qu'on fait ça, ça n'est pas une escape room. Si les gens ne savent pas lire les sites internet, vous voulez que je vous dise quoi? Voilà, c'est un problème qu'on abandonne derrière nous. Et puis qu'on laisse aux gens, parce que finalement c'est le problème des gens, c'est pas le nôtre. Et puis il y a des problèmes, vous avez des gens qui sont plus capables que vous de les résoudre. Parce que, comme je vous dis, vous commencez tout seul sur le chemin, puis après, moi j'ai ma directrice qui m'a rejoint, et puis on était 2 sur ce chemin. Et puis après, on a eu une 3e personne, c'était l'illustratrice qui est venue nous aider sur ce chemin. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est 23, et effectivement, il y a 2 ans, 3 ans, quand, je sais pas moi, quand je devais faire une publication sur Facebook, je ne savais pas comment faire. Alors j'allais sur des tutos YouTube, et puis je me disais, j'espère que c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai Elodie qui travaille à côté de moi, c'est sa spécialité. Elle comprend tout, elle me parle des mots que je ne comprends pas, elle suit des influenceurs, etc., etc. À partir du moment où elle est là, elle me résout tous les problèmes à ma place, et en fait, je peux que lui faire confiance, et je la lui donne volontiers, parce que c'est son métier. Donc c'est ça la création d'une équipe, et c'est ça l'aventure. Et puis dans cette aventure, il y a des moments où vous gagnez, puis il y a des moments où vous perdez, mais c'est pas vraiment perdre, c'est plutôt vous devez prendre des chemins de traverse un petit peu pour atteindre le même objectif. Parce que c'est assez rigolo, hein. Moi je peux vous donner le business plan que j'avais fait en 2012 à la création d'Helvetia Games. On sortait 3 jeux par an, on en vendait 5000 de chaque la première année, puis la moitié, 2500 la deuxième, puis 1200 la troisième. Et puis donc, moi, je pense que j'arrivais à décrocher à peu près 15 à 20 000 francs de bénéfices par mois dès la 2e année. Et au 5e jeu, je révolutionnais le monde du jeu. Ça, c'était mon business plan. Vous imaginez comme j'étais à côté de la plaque. Mais il m'a aidé à comprendre pourquoi c'était pas comme ça, pourquoi on fait finalement qu'un jeu chaque année ou chaque 2 ans, pourquoi c'est très difficile de réinvestir l'argent qu'on gagne sur un prochain jeu, parce qu'il y a aussi des charges fixes, vous apprenez beaucoup de choses, et ces problèmes que vous résolvez, tout à coup ils vous amènent à de nouvelles solutions, celui d'avoir une boutique, celui de devenir distributeur, celui de proposer des jeux en live, tout ça c'est des réactions à un marché qui ne répond pas comme nous on le voulait. Mais heureusement, parce que le marché a toujours raison, donc c'est à nous de nous adapter au marché, et c'est ce qu'on essaye de faire. Ça, c'est vraiment un des aspects très importants du monde de l'aventure, c'est résoudre des problèmes ensemble. Alors oui, on en fait 2 par année en principe. En fait, on les fait surtout selon les besoins, il n'y a pas de règle. Mais depuis la moitié du Covid, on a ressenti le besoin de se retrouver assez souvent. Parce que c'est compliqué. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a 23 employés, mais répartis sur 4 sites à peu près. Donc il faut quand même qu'on puisse leur parler. Pour leur parler, rien de mieux que de faire un souper. Donc une fois par année, on fait une sorte de séminaire d'1 journée, c'est-à-dire qu'on commence vers 16h et on finit vers 23h. Et puis dans ce séminaire, on va faire l'état des lieux,
essayer de rétablir un petit peu les informations de chacun pour qu'il soit au courant de tous les projets qui sont en train de se passer dans l'entreprise, où ça en est, quels sont les échecs, quels sont les succès qu'on a eus. Et puis, il y a souvent une partie un peu festive dans laquelle on fait jouer les gens à nos jeux, parce qu'il faut bien voir que les studios Enigma, qui sont la grosse partie de l'entreprise, ben c'est des jeux qui sont plus difficiles à faire. C'est-à-dire que des fois, c'est des jeux à 2, des fois, c'est des jeux à 16. Donc tous les gens qui travaillent avec moi, ils sont pas forcément au point sur tous les jeux, parce qu'ils n'ont pas pu faire les 14 jeux en espérant pouvoir les vendre mieux. Donc c'est pour nous une opportunité incroyable que de les faire jouer à ces jeux-là, pour leur apprendre ce qu'on fait dans l'entreprise. C'est super important que chacun connaisse le produit, et le connaisse en l'ayant vécu, pas parce qu'on le leur a raconté. Et puis alors, on a un séminaire de 3 jours qu'on essaye de faire tous les ans, et ça, il faut voir le rythme. Donc c'est en principe un séminaire qui est organisé en 3 grosses parties. Il y a une partie où chacun explique ce qu'il fait. Alors ça peut paraître ridicule comme ça, mais en fait ça a 2 objectifs. La première, c'est qu'on comprend ce qu'ils font, parce que des fois on ne le sait pas, parce que la direction, elle ne voit pas forcément ce que fait le barman, et le barman, il ne voit pas forcément ce que fait l'apprenti. Et puis la deuxième chose, c'est pour que ces gens qui travaillent dans l'ombre, ou qui travaillent au sein de la société, mais avec des connaissances ou avec des relations un peu plus serrées que les 23, eh ben c'est de pouvoir monter en crédibilité. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant de voir un spécialiste de quoi que ce soit vous raconter sa spécialisation. Parce que tout à coup, si je reprends l'exemple de celle qui fait des posts sur Facebook, bah vous êtes là, ouais, tous les matins, elle fait un petit post, une petite photo, et puis elle envoie ça, puis les gens, ils sont contents. Parce que pour un barman qui n'est pas tout à fait un influenceur, ou qui même, en tout cas ceux qu'on a chez nous, sont plutôt des terriens, des bons vivants, c'est pas des gens qui restent crochés à Insta et puis qui font des photos tout le temps. On en a aussi, mais pas tous. Donc tout à coup, quand on voit cette jeune demoiselle de 24 ans vous expliquer comment elle construit tout ça, bah vous êtes là, vous dites waouh! Non mais en fait, il faut que je lui donne les photos des soirées parce qu'elle fait des trucs trop bien avec. Et donc ça permet de gagner en crédibilité pour la personne qui le fait, et de comprendre pourquoi elle le fait et comment elle le fait, et pourquoi des fois elle insiste pour avoir de la matière première pour faire ce qu'elle fait. La deuxième grosse partie de nos séminaires, c'est la partie connaissance de nos partenaires. Donc on va aller rencontrer nos partenaires, nos concurrents, en fait tout ce qui bouge pour gagner en connaissance du produit. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais fait d'escape room, c'est compliqué d'expliquer que Prison Island n'en est pas une. Alors on a déjà amené nos employés faire des escape rooms, pour qu'ils comprennent ce que c'est. Parce que comme j'ai dit, j'ai rien contre les escape rooms, il se trouve que j'en fais pas. Voilà, c'est tout. La même chose pour les bières. On a été, par exemple, au dernier séminaire, on a un partenariat avec Amstein, et on vend chez nous, parce que ça me tenait à cœur d'avoir des bières valaisannes, les bières de Opie People. Et ben, c'était très important que toute l'équipe aille rencontrer les gens qui font Opie People. Pas leurs bières, ça on les connaît déjà. On voulait rencontrer les gens qu'il y a derrière. Et c'était vraiment génial. Et la troisième grosse partie, c'est de nouveau connaissance de nos propres produits. Donc on va de nouveau jouer à nos jeux, à des studios Enigma, mais on va aussi, par exemple cette année, et je ne peux pas vous en dire plus, mais on a fait en tout petit une phase de test pour un prototype d'un jeu qui sortira certainement en 2024. Et c'est important qu'on fasse dès le début non seulement nos propres expériences sur des jeux qu'on est en train d'écrire, mais aussi qu'on puisse faire participer toute l'équipe, parce que peut-être qu'ils auront de bonnes idées, peut-être qu'ils auront, je sais pas, une idée de génie qui va faire que, voilà, ça va être encore mieux. Parce qu'on a un petit concept, en fait, chacun participe à la création des jeux à son échelon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une écriture des jeux qui est faite par des scénaristes ou par des gens dont c'est le métier, mais dès qu'on entre dans la phase de test, toutes les personnes appartenant à la société sont très très vite intégrées dans l'amélioration de ce produit-là. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le secret de la qualité de nos jeux, c'est que c'est pas juste une idée derrière un bureau, il y a vraiment énormément de travail sur n'importe quel jeu qu'on sort. Vous savez qu'au mois d'avril, on sort notre prochain jeu, Et si j'avais tué. Je pense qu'il a été écrit au mois d'octobre, il a été testé plus de 3 fois maintenant. Il y a encore des tests qui se font, il y a eu des tests sur des phases particulières qui ont été faites. Voilà, c'est un investissement en temps et en test et en playtest qui est vraiment impressionnante pour des pièces de théâtre interactives.
Parce que sur le jeu de société, c'est une façon de travailler qui est déjà connue. Mon Dieu, il y en a tellement. Bah, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de cocktail games qui s'appelle Contrario. Donc on fait tout le temps des contrarios au sein de la société. Je pense que tous les jours, il y en a un, voire deux qui sont lancés. Donc les contrarios, c'est vous donner des termes qui sont soit synonymes, soit antonymes d'une œuvre connue. Ça peut être une chanson, un film. Mon exemple le plus simple, c'est le petit rouge qui devient le grand bleu. Donc voilà, ça c'était un contrario très simple. Dans la société, là, on atteint un certain level quand même. Il y a des gens qu'on doit attacher pour que les plus jeunes puissent participer aussi, parce que les cerveaux vont très 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 vite. Mais par exemple, ben voilà, des phrases que vous entendrez jamais dans une autre société que la mienne, je pense. C'est est-ce que tu peux venir, j'aimerais te montrer le budget. Non, je peux pas, je suis en train de faire un jeu de rôle. Ah, pardon de t'avoir dérangé. Voilà. Ça, dans une entreprise conventionnelle, c'est plutôt rare. Peut-être dans une entreprise conventionnelle, vous entendez assez rarement il est 17h, qui rentre chez lui, qui fait un jeu. Ah ben alors on est 4, on lance cette partie-là. Quoi? Tu fais un jeu sans une bière? Voilà, ça c'est des choses assez étonnantes. Je pense qu'il y a une ambiance très particulière qui fait qu'on se permet tout, qu'on ose tout. Et il faut voir que dans nos jeux, on est obligé d'aller tellement loin. Que si on n'a pas cette ambiance qui nous permet d'aller tellement loin entre nous, dans l'humour, hein, rien de tragique, eh ben c'est très compliqué d'écrire les jeux. Et d'ailleurs, le premier spectateur de toutes nos idées saugrenues, et pourtant il y en a eu, hein, je peux vous dire, c'est les gens qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on dit ouais, on pourrait faire ça. Puis quand on voit la tête qu'ils font, on dit ouais, non, alors on va pas faire ça finalement. Je veux effrayer personne, donc je donnerai pas d'exemple. Mais ouais, non, il y a vraiment des choses assez typiques dans la société qui nous font bien rire. Et je pense qu'on a besoin de ce recul-là. On fait les deux. Je suis d'avis, et l'avis est partagé par toute l'entreprise, qu'on est dans un monde dans lequel l'automatisation n'est pas possible. C'est-à-dire que dans ce mode de divertissement culturel, et là l'aspect culturel est vraiment très très important. C'est pas comme à Europa Park ou dans une montagne russe où vous pouvez simplement avoir un gars qui vous ouvre la porte, qui contrôle que vous entriez, que vous soyez en sécurité dans votre montagne russe, puis après la montagne russe elle part toute seule. Nous on est vraiment obligé d'avoir une première immersion à l'entrée. Quand on dit bonjour, il faut que ce soit un humain qui le dise. Il faut que ce soit un bonjour qui a le bon ton, qui s'adapte au public qui vient d'entrer. Il faut qu'il y ait une empathie qui nous permet de directement emmener le public dans un nouveau monde. Et ça, c'est pas automatisable. Ce qu'on peut automatiser, par contre, c'est le fait que vous puissiez réserver en ligne vos billets. C'est le fait que vous puissiez directement en ligne voir s'il y a du monde ou bien pas. C'est peut-être de pouvoir mettre des playlists sur les musiques qui sont dans l'environnement. C'est peut-être d'automatiser votre expérience sur des jeux comme Prison Island. Mais on essaye, c'est la première question qu'on se pose, c'est si on veut faire ça, est-ce qu'on veut l'automatiser ou pas? J'ai un très très bon exemple, on travaille avec une super start-up qui est issue de l'HES, qui s'appelle Skip. On s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on voulait automatiser les commandes? Vous savez que chez Enigma, le service est au bar. Le service est au bar parce qu'en fait, tout se passe au bar. Que vous vouliez prendre des jeux, que vous vouliez prendre une bière, que vous vouliez prendre un ticket, que vous vouliez prendre un bon d'achat, tout se passe au bar. Mais on a remarqué que ceux qui sont en train de jouer, eux, ils n'ont pas tellement envie d'aller faire la queue au bar, parce qu'en fait, ça dérange leur expérience du jeu. Et donc, il nous fallait trouver une astuce pour que ces gens puissent commander sans interrompre leur expérience. Et Skip est arrivé, mais alors à point nommé, puisque eux, ils proposent simplement que via un QR code et une application, de pouvoir passer sa commande directement assis à sa table, et puis vous recevez un SMS ou une petite alarme qui vous permet d'aller chercher votre commande quand elle est prête directement au bar. Donc vous évitez la queue, ça reste service au bar, mais c'est une automatisation qui est au service de l'expérience client, et ça pour nous c'est important. Si le gars il veut une expérience plus profonde, dans le genre avoir des conseils sur les différentes bières qu'on offre, c'est l'occasion de se rendre au bar lorsqu'il y aura moins de monde, et puis notre barman il est là pour vous conseiller. C'est une philosophie qui est
qui est assez particulière, dans le sens où peut-être que vous, derrière votre écran, ça vous paraît évident. Mais on a été visiter pas mal de prison island dans le monde, et puis c'est pas le cas par exemple en Norvège, où la relation client intervient vraiment très tard après l'automatisation. Je crois que c'est assez latin comme façon de faire, et ça fait partie des valeurs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Nous, c'est la solution qu'on a choisie, et on pense que c'est celle-là qui satisfait le plus grand nombre de clients. Et je pense qu'on est dans une valeur tellement forte que si le marché répondait pas présent, je suis pas sûr qu'on ferait le pas. Je pense qu'on préférerait ne pas faire que de faire automatiser. Voilà. Alors je pense qu'il suffit que vous mettiez les pieds dans un de nos centres pour savoir que chez nous, c'est vrai. C'est tellement, j'en parlais dans la première vidéo, c'est tellement sérieux le jeu. C'est tellement sérieux pour ceux qui le font. Et c'est tellement divertissant pour ceux qui le pratiquent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être joueur pour pouvoir se nommer temple du jeu. En fait, le jeu, il est plein d'a priori. Et les définitions du jeu, elles sont tellement ridicules que je vais vous en donner quelques-unes, parce que comme ça, on va pouvoir rire ensemble. Le jeu, c'est pour les enfants. Bon, alors, non. Non. Un jeu, c'est pas pour les enfants. Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 5000 jeux qui sortent par année. Il y en a moins de 700 pour les enfants. Donc le jeu, c'est un truc d'adulte. C'est un truc pour des cerveaux qui réfléchissent. Donc effectivement, ça diminue un petit peu les parts de marché quand on le dit comme ça. Mais si vous venez dans un centre Enigma en pensant pouvoir faire jouer vos enfants, c'est pas l'endroit. Chez nous, on parle de tout. Il y a des bières, il y a des shots, il y a de la littérature, de la culture. Justement, la guerre des mondes de H.G. Wells, c'est pas un truc pour les enfants. Même si on a envie de le leur raconter, même si on pense que ça a été écrit il y a 200 ans, en fait, il n'y a pas de relation entre quand ça a été écrit et si c'est pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? La deuxième définition, le jeu est éducatif. Non, le jeu est éducant. Mais un jeu éducatif, c'est un paradoxe, ça n'existe pas. Faites un test chez vous. Vous prenez le jeu de loi, vous prenez votre fils de 4 ans et vous lui dites « Maintenant, je vais t'apprendre à compter ». Et puis vous faites le jeu de loi. Puis après, parce que vous avez 2 enfants de 4 ans, vous prenez un deuxième enfant de 4 ans, puis vous lui dites « Viens, on va jouer ». Puis regardez la différence. Je vous garantis une chose, c'est celui qui a joué, il est sûr de savoir compter, en tout cas jusqu'à 6, puisque vous jouez avec un dé à 6 faces au jeu de loi. Celui à qui vous avez intégré qu'il était en phase d'apprentissage quand il faisait un jeu, je ne suis pas sûr qu'il ait envie de rejouer. Parce qu'en fait, un jeu, c'est un jeu. Il n'y a pas d'autre mot à mettre autour. Le jeu, c'est sérieux. Le serious game. Mais non, le jeu, c'est pas sérieux du tout. Le jeu, c'est exactement l'inverse d'un truc sérieux. Quand vous y jouez, c'est très sérieux quand vous le faites, quand vous le fabriquez, quand vous l'imaginez, quand vous le calculez, quand vous l'équilibrez, quand vous le testez, quand vous prenez des employés, un illustrateur pour le faire, là c'est très sérieux. Mais quand vous y jouez, ça doit surtout pas être sérieux. Mais surtout pas. Ça n'a aucun impact sur votre vie, un jeu. Vous pouvez perdre au jeu, vous pouvez gagner au jeu. À la fin du jeu, vous serez toujours le même, voire un petit peu différent, parce que vous aurez appris quelque chose. Mais ce n'est pas l'ambition du jeu. L'ambition d'un jeu, c'est de vous amuser. Donc, à partir du moment où on a ces définitions du jeu, nous, chez Enigma, et on n'est peut-être pas les seuls, mais en tout cas, on est sur toute la barrière du jeu. On va de la création de jeu à l'édition de jeu. On fait jouer des gens dans nos bars à jeux. On a de vrais bars à jeux, c'est-à-dire il y a plus de 700 jeux dans chacun de nos bars à jeux. On les connaît tous. On en fait une sélection. Ces jeux, si vous les aimez, vous pouvez poursuivre l'expérience en les achetant, mais on n'est pas tel qu'on pourrait dire une boutique de jeux. Il n'y a pas 13 000 titres. Chez nous, il y a un titre par semaine qu'on vous fait partager, parce que c'est notre sélection. Parce qu'en fait, il y a assez de boutiques pour vous aiguiller sur les jeux que vous connaissez, ou pour faire des commandes, ou pour les envoyer par Internet. Ce n'est pas notre concept. Notre concept, c'est de vous amener dans notre monde. Et notre monde, il dit en ce moment que le jeu Bad Company de Matago, c'est le jeu du moment et on a tous envie d'y jouer. Donc si vous venez ici, on va vous le présenter, on va vous le montrer. Et puis si ça vous plaît, vous l'achèterez. Après, on entre dans tout ce qui est jeu d'aventure,
Les aventures Studio Enigma, vous changez de vie, c'est des vraies mécaniques de jeu. En fait, vous avez bien entendu, quand on a défini les aventures Studio Enigma, on ne peut pas les expliquer parce qu'il n'existe pas de mots pour expliquer ces jeux-là. C'est autant des aventures que des murder parties, que des grandeurs nature, que des jeux en live, que des action live, que des action games. Vous mettez ce que vous voulez dessus. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose de changer de vie pendant 2 heures. C'est ça le jeu qu'on vous propose. Et ça va jusqu'à la fin où on fait jouer des gens qui ne savent pas qu'ils sont en train de jouer. Donc, vous voyez, sur toute la gamme de ce qu'on fait, je pense qu'on montre une certaine compétence, et cette compétence, elle est vraiment très imposante, puisqu'elle permet de faire vivre 23 personnes. Ça veut pas dire qu'on gagne beaucoup d'argent, ça veut juste dire qu'on en gagne suffisamment pour dire que ça marche. Parce que ça, c'est pour moi une des conditions pour savoir si nous, on est sérieux ou pas, c'est de savoir est-ce que vous en vivez. Quand vous ouvrez un bar à jeux et qu'il n'y a personne dedans, quand vous ouvrez un bar à jeux et puis qu'après 2 mois, vous arrêtez, c'est que votre concept, il n'a pas marché. C'est pas grave, hein, ça arrive. Nous aussi, on a des échecs. Je dis juste que arrêtez de dire à tout le monde que vous êtes le plus grand, le plus mieux, le plus incroyable, le plus machin. Montrez ce que vous faites. Nous, on le montre. On édite des jeux qui sont vendus à 20 000 exemplaires. On a 3600 visiteurs par mois dans les centres Enigma. On fait vivre 23 employés. Moi, je pense qu'on le montre. Ouais. Et si vous y venez, vous serez convaincus. Les quotas de quoi? Non, c'est pas une volonté. En fait, c'est un hasard très surprenant, mais qu'on explique maintenant. En fait, je prends les meilleurs. Il se trouve que les meilleurs autour de moi, sur ces postes qu'on partage, eh ben, il y a dans la direction 1 homme pour 6 femmes, quelque chose comme ça. 7. Et je crois qu'il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que ma façon de recruter et la façon de recruter de ma directrice, parce qu'on est d'accord sur ce point-là, c'est des gens qui en veulent. En fait, je vous ai expliqué il y a quelques minutes en arrière que chez nous, tu exerces ton métier de base, enfin ta compétence première, ton expertise, mais tu dois l'associer à différentes expertises que tu n'as pas encore. Typiquement, la secrétaire qui saisit les écritures, mais qui fait aussi des posts Facebook. Voilà. Donc on doit avoir des gens qui ont envie d'aller plus loin que ce qu'ils font. Et ça, ça réduit le nombre de gens qui sont capables de travailler chez nous. Ensuite, il faut avoir une ouverture d'esprit qui est juste incroyable. C'est-à-dire que quand vous créez l'impossible, vous ne pouvez pas avoir des gens qui vous expliquent qu'on a toujours fait comme ça, puisque ça n'existe pas. Donc il n'y a rien à quoi se raccrocher. En fait. La plupart des processus qu'on met en place, c'est des processus qu'on teste. On ne sait pas s'ils vont marcher, on espère très fort. D'ailleurs, il faut être allergique à une structure immobile. Vous devez être un fan du changement pour travailler ici, parce que dès qu'on teste quelque chose et que ça ne marche pas, on le corrige, on l'adapte, on le change. Si vous êtes allergique au changement, vous n'avez aucune chance de survie. Enfin si, 2 minutes en fait. Il se trouve qu'autour de moi, les gens qui sont capables de prendre autant de risques, d'accepter d'apprendre autant de choses qu'ils ne connaissent pas, et donc d'accepter déjà le fait qu'ils ne connaissent pas tout, et qui soient si flexibles et si mobiles d'esprit, il se trouve que c'est des femmes. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça s'explique par leur histoire, par le fait qu'elles ont peut-être dû à un moment donné plus se battre, peut-être qu'elles en ont marre, parce que je crois fondamentalement que les femmes qui m'entourent, elles en ont marre de ces histoires d'égalité. En fait, elles veulent juste être elles. Elles en ont marre qu'on en parle. Elles veulent prouver ce qu'elles font. Et chez moi, c'est trop bien parce qu'on peut le faire, on peut le prouver. C'est-à-dire qu'à la journée de la femme, nous, on trouve ça juste ridicule, puis on leur fait un petit coucou. Mais on les aime tous les jours, hein, pas seulement le 8 mars. Je pense que l'ambiance d'aujourd'hui, là où tout le monde fait que parler de ça, on lit tellement que les femmes sont femmes. En fait, non, les femmes sont des êtres humains. Et je ne veux pas faire de la philosophie de bas étage, mais en fait, moi j'ai des gens qui m'entourent qui sont des hommes avec beaucoup de sensibilité, des femmes qui sont plutôt des trolls, et puis j'en ai aussi d'autres qui sont plutôt féminines, et puis j'ai des hommes qui sont plutôt machos, et
L'aventure, c'est de créer ensemble quelque chose d'impossible. Et si elles sont comme ça, ces femmes-là, et si elles sont femmes, c'est certainement parce que ça leur donne encore plus de courage, encore plus de valeur que si c'était quelqu'un d'autre, femme ou homme. Et pareil pour les hommes. Voilà, donc dans les sélections qu'on fait, d'ailleurs, je crois qu'on est assez à l'équilibre dans les 23, on doit être autant d'hommes que de femmes. C'est à la direction que c'est assez impressionnant. Et puis peut-être que dans une année, on se reparle et puis que ça aura changé. J'ai pas d'ambition d'avoir de sexuer ma direction. J'ai l'ambition d'avoir les meilleurs. Et sauf qu'en ce moment, les meilleurs, c'est des femmes. Et bravo à elles. C'est rigolo comme question parce que c'est 3 bons exemples. Alors, je commencerai par celui qui m'a moins préparé mais qui m'a fait le plus rire, c'est Destin. Parce que Destin, moi, ça me fait rire. La première chose que vous commencez à faire dans Destin, c'est de choisir votre métier. Et au fait, on vous vend ça comme étant, si tu es avocat ou médecin, tu risques de gagner le jeu. Et puis si tu es ouvrier, tu risques de le perdre. Et au fait, le jeu est assez malin pour faire que ce n'est pas tout à fait vrai. La deuxième chose que vous faites, c'est que vous vous mariez. Et la troisième chose que vous faites, c'est que vous avez des enfants. Et si vous avez des jumeaux, alors c'est incroyable. Et donc je trouve l'aspect du recul du jeu par rapport à la vie. Vous voyez, pour tous ceux qui disent que le jeu est éducatif, eh ben dans le cas du destin, j'espère pas. Parce que moi, je veux pas du tout que ma vie ressemble à ça. Mais donc voilà. Et le destin, il a amené quelque chose d'incroyable. Pour ceux qui ont eu la version d'antan, c'est que vous aviez des petits bouts qui étaient sur des morceaux de plastique en relief que vous mettiez dans le jeu et qui donnait au plateau un aspect en 3D. Et puis il y avait cette roue qui faisait tac 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 tac, un peu comme dans la roue de la fortune. Enfin, on avait l'impression d'être que tout l'objet était ludique. Voilà. Donc ça, c'est peut-être celui qui m'a le plus appris ce que je ne voulais pas dans la vie. Après, le Monopoly, c'est un très bon jeu. Alors c'est un très bon exemple parce que c'est pas est-ce que c'est un bon jeu, ça je ne vais pas m'attirer les foudres des 90 millions de personnes qui l'ont acheté. Mais il a 2 problèmes, le Monopoly. La première, c'est que personne ne connaît les règles. Donc tout le monde joue à des règles maison. Vous savez, moi je dis toujours, c'est le jeu le plus acheté et le moins joué au monde, le Monopoly. Parce qu'en fait, c'est chiant. Il faut bien voir que la vie d'entrepreneur, en fait, c'est une vie de risque. C'est une vie où l'équilibre, il se fait en essayant d'attraper des monopoles parce que vous vous adressez à un marché qui est tellement serré et tellement particulier qu'il faut essayer de le satisfaire lui. C'est pas un marché généraliste. Et le Monopoly, il fait croire que ce monopole, il est immuable. C'est-à-dire que moi, j'aimerais jouer au Monopoly en disant, ok, si j'achète Zurich Paradeplatz, j'ai pas envie de le faire à ce prix-là. J'ai envie de faire les 2 premières nuits gratuites si vous prenez une semaine. J'ai envie que la 2e semaine soit moins chère que la première. J'ai envie de tester des modèles économiques qui vont faire une différence. Le Monopoly interdit ça. Donc en fait, le Monopoly, c'est un très bon moyen d'expliquer l'économie qui n'existe pas à des gens qui n'y comprennent rien, parce que c'est une très très bonne base pour comprendre l'aspect d'offre et de demande, en sachant que c'est vraiment aux antipodes de ce qui se fait dans la vraie vie. Enfin, comparer Google ou Facebook, le modèle économique, au Monopoly, et je pense que vous aurez compris ce que je viens de dire. Reste le risque. Le risque, je pense que de 1993 à 1998, j'ai joué au risque 1 fois par semaine. J'adorais ce jeu, parce qu'il y a un côté identité cachée dans le risque. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas votre mission dès le début et il faut un petit peu avancer. C'est-à-dire que voilà, les tactiques sont toujours les mêmes. Il faut essayer de prendre l'Amérique du Sud, l'Afrique ou l'Océanie de telle façon à pouvoir monter en puissance. Mais ça ne veut pas dire que c'est les territoires que vous devez avoir. Donc des fois, vous vous fritez avec un gars parce que c'est sa mission, puis vous, c'est pas la vôtre, mais vous auriez voulu avoir une base d'attaque assez solide. Enfin bref, ça génère exactement tout ce que j'aime dans le jeu. Beaucoup de frustration, souvent positive. Ça vous apprend à gagner, ça vous apprend à perdre, ça vous fait vivre des émotions. Le lancer de dés participe à cette émotion-là. Et finalement, à la fin de la soirée, en principe, si vous n'avez pas perdu tous vos amis, vous devriez avoir passé une bonne soirée. Le malheur de ce jeu, c'est qu'effectivement, les dés ont un tel pouvoir dans le risque
Et c'est tellement déséquilibré que quand vous attaquez à 20 contre 2, à la fin vous lanciez quand même que 3D contre 2D, que la frustration elle est souvent négative et c'est ça qui crée les conflits autour de la table. C'est pour ça que je suis passé à un jeu beaucoup plus calme qui s'appelle Diplomatie, dans lequel on joue à risque mais sans les dés. Et là, j'y joue qu'avec des gens qui ne sont pas encore mes amis, comme ça, au pire des cas, je les perds pas. Voilà. Ben, en fait, c'est la même réponse que les femmes. C'est-à-dire que c'est de nouveau pas une volonté, c'est que quand vous cherchez des gens très flexibles, qui sont capables de réaliser l'impossible, qui sont capables de penser l'impensable, qui sont au top de la connaissance dans leur domaine, ben les gens, ils ont entre 22 et 28 ans. C'est-à-dire que je crois vraiment... Alors, il faut savoir, on n'a jamais sélectionné ces gens-là. On a aussi eu dans nos entretiens des gens qui étaient beaucoup plus âgés. Moi-même, j'ai 48 ans. Il n'y a pas de volonté d'avoir des jeunes. Il se trouve qu'à la fin, c'est toujours les jeunes qui remportent cette place-là, parce que c'est souvent ceux qui sont vraiment au top de leurs connaissances. Ils sortent de HES, par exemple, qui est l'école avec laquelle on travaille le plus dans le recrutement, parce que c'est des gens incroyables qui sortent de là-bas et qui sont au top de leurs connaissances. Ils vous diront jamais on a toujours fait comme ça, parce qu'ils n'ont jamais fait comme ça, parce qu'en fait, ils n'ont jamais rien fait. Et ce mélange entre hyper compétence et manque d'expérience, c'est ce qui nous permet de créer une nouvelle expérience qui est celle dont on a besoin. Et donc je suis certain qu'il y a des gens pleins de compétences et pleins d'expériences qui pourront trouver des postes dans des entreprises qui recherchent l'expérience. Par exemple, je suis prudent en disant ça, mais peut-être que dans le monde bancaire ou dans le monde de la fiduciaire, le gars qui a 10-15 ans d'expérience et qui a toujours fait comme ça, il apporte une vraie plus-value à son métier. Nous, comme ça n'existe pas, on ne sait pas, en fait. Il faudrait faire toute une vidéo sur comment on se voit dans 100 ans, si Enigma dure 100 ans, à quoi ressembleraient nos jeux, quelle est l'intervention de l'intelligence artificielle dans nos jeux, est-ce que la 3D ou la réalité virtuelle ou la réalité augmentée va modifier nos perceptions, est-ce que les gens auront toujours envie de se rencontrer ou est-ce qu'ils feront des chats sur Instagram, est-ce que Instagram existera encore ? Donc c'est un peu les mêmes questions, c'est-à-dire que quand vous avez encore rien fait, il est très difficile de se baser sur l'expérience. Et surtout, l'expérience est un frein à la nouveauté. En tout cas, c'est fondamentalement ce que je découvre en créant cette entreprise et en l'amenant chaque jour un peu plus loin. C'est pour ça qu'ils sont si jeunes. Parce qu'en fait, ils sont géniaux, quoi.